toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Noté pour vous en images. Alors, ce que j'ai retenu cette semaine de l'actualité sur les marchés financiers, ce sont 3 points. Le premier, ce sera tout ce qui concerne les exigences de TILAC, le deuxième concernera la dette hybride et le troisième, la protection des investissements. Alors, en premier point, je souhaitais vous parler de tout ce qui concerne le TILAC. Pourquoi? Parce que le comité de Bâle a publié cette semaine ses standards finaux relatifs à ces exigences de TILAC. Je vous rappelle que l'objectif, c'est évidemment d'éviter un risque de contagion au sein du système financier dans le cas où une banque se retrouverait détentrice de titres TILAC émises par une banque en difficulté. Évidemment, l'objectif recherché par le comité de Bâle, c'est d'éviter un effet domino. Alors, quelle a été la méthode qui a été retenue par le comité de Bâle pour pouvoir mettre en place ces standards relatifs au TILAC? Ça a été d'apporter des corrections en fait à la définition du capital qui avait été donnée par ce même comité dans ces standards dits Bâle 3. Donc vous verrez dans le document qui concerne ces standards finaux l'ensemble des modifications apportées à la définition du capital telle qu'elle apparaissait dans les standards Bâle 3. Alors, je vous dis telle qu'elle apparaissait, mais en fait, quand vont s'appliquer ces standards et donc cette nouvelle définition, ce n'est pas avant le 1er janvier 2019, puisqu'il y a une volonté du comité de Bâle de mettre en harmonie ces exigences à lui avec toutes les recommandations mises en œuvre par le FSB et qui, elles, entreront aussi en vigueur le 1er janvier 2019. Alors, sur le plan prudentiel, quels sont les éléments clés apportés par ces standards? Tout d'abord, ça va être l'obligation par les banques de déduire les dettes TILAC qu'elles auraient de leur propre capital réglementaire de niveau 2. En matière de déduction, elles devront également déduire tous les instruments de rang pari passu avec d'autres titres subordonnés de type TILAC de leurs fonds propres exigés. Mais on a également une nouvelle règle qui va être mise en place par ces standards. Ça va être l'obligation d'introduire dans le calcul du seuil de 10% de détention qui s'applique jusqu'à présent uniquement sur des titres de capital entre deux établissements. Désormais, il va falloir y ajouter l'ensemble des titres dits TILAC pour pouvoir vérifier le seuil de 10%. Par contre, quand le seuil est inférieur de 10%, à ce moment-là, le comité a mis en place un nouveau seuil qu'il a fixé à 5% pour ces critères de détention et dans lesquels, évidemment, il faudra insérer les titres TILAC. Alors, à noter que ces dispositions sur le calcul du seuil de détention entre deux banques n'est applicable qu'aux exigences liées à l'external TILAC et donc pas à tout ce qui est TILAC interne, à savoir dans les relations intra-groupes. Le deuxième point que je souhaitais aborder avec vous concerne la dette hybride. On a en effet constaté cette semaine une effervescence sur ce terrain-là, tant dans le secteur bancaire que dans le secteur des assurances. Alors, dans le secteur bancaire, pourquoi a-t-on parlé de dette hybride cette semaine? Tout simplement parce que l'IBA a sorti son rapport final sur les émissions d'éléments de fonds propres additionnels par les institutions européennes. Alors, dans ce rapport-là, l'IBA va préconiser un certain nombre de comportements à avoir, notamment dans le cadre des 4 défauts. Mais ce qui est plus important dans la note et dans ce dernier rapport de l'IBA, c'est sa demande et surtout sa suggestion, puisqu'on n'est pas dans quelque chose qui est complètement réglementaire, de dire que quand un élément déclencheur avait été prévu en 2 temps, l'autorité européenne n'interdit pas qu'il y ait un système en 2 temps, en 2 étapes pour que le trigger soit mis en place en matière de write-down. Par contre, elle estime que quand dans le premier temps, la mesure a été une annulation du paiement des coupons, alors il ne peut pas y avoir de deuxième étape, il ne peut pas y avoir de second temps. Et on considère que l'élément déclencheur a eu lieu.
Je vous parlais de la dette hybride en matière sur le secteur bancaire. Elle a également été à l'honneur cette semaine sur le secteur des assurances en raison de l'inauguration par CNP Assurance d'une première émission de titres de catégorie 3. Donc en accord avec Solvabilité 2, ces titres-là vont être éligibles à son capital réglementaire. C'était évidemment l'objectif de cette émission. Mais également, il va être important de se rappeler que ces titres ont l'avantage d'être relativement sûrs pour les investisseurs. En effet, ces derniers ne pourront être privés du paiement de leurs coupons que et seulement si l'émetteur échoue à maintenir son montant minimal de capital requis. Néanmoins, il ne faudra pas s'attendre non plus à des montants, à une explosion au niveau notionnel de ces titres de catégorie 3. En effet, la directive Solvabilité 2 a fortement encadré l'émission de ces titres de catégorie 3 afin qu'ils ne soient pas proéminents dans la constitution des fonds propres d'une entreprise d'assurance. Alors, elle a mis en place pour cela un certain nombre de critères. Le premier, c'est que la dette de catégorie 3 ne doit pas représenter plus du tiers du montant total des fonds propres éligibles de l'émetteur. Le second, c'est que la dette de catégorie 3 doit représenter moins de 15% du capital de solvabilité requis. Et troisième élément à prendre en considération, c'est que le cumul des dettes de catégorie 2 et de catégorie 3 doit représenter ensemble moins de 50% du capital de solvabilité requis. On est donc avec des critères qui vont limiter de manière assez drastique le nombre d'émissions, non pas vis-à-vis des émetteurs concernés, mais vis-à-vis du montant des émissions concernées. Le dernier point que je voulais aborder avec vous concerne la protection des investisseurs, et vous le savez, la protection des investisseurs est souvent assurée par la directive marché d'instruments financiers. Alors cette semaine, on va retrouver deux nouveaux documents qui vont assurer cette protection et qui sont des questions-réponses de l'ESMA. Alors le premier question-réponse de l'ESMA va être un nouveau document qui va être dédié strictement à la protection de l'investisseur. Alors, ce document de questions-réponses va apporter des précisions, notamment sur l'exécution mieux, qui est connu sous son terme anglo-saxon Best Execution, le test d'adéquation, mais surtout tout ce qui entoure le rapport d'adéquation, qui était qui sera quelque chose de nouveau par rapport à MiFID 1, et aussi tout ce qui concerne les enregistrements des communications téléphoniques et des communications électroniques. Mais cette protection des investisseurs, elle existe d'ores et déjà, et donc on repasse sur la MiFID 1 applicable en ce moment. Et là, l'ESMA a décidé de se concentrer sur tout ce qui concerne les produits dérivés, et notamment à actualiser son document de questions-réponses sur la commercialisation des CFDs, des options binaires et du Rolling Spot Forex, avec 4 nouvelles sections ajoutées à ce document dédié à cette commercialisation. Les éléments clés de ces sections ajoutées à retenir sont la notion justement de Best Execution, qu'il va falloir bien appliquer à la commercialisation de ces instruments. Mais surtout, l'ESMA va réaffirmer la possibilité pour l'investisseur de pouvoir retirer ses fonds quand il le souhaite. Il ne peut pas y avoir normalement de blocage de fonds, comme on peut le voir évidemment avec le contentieux qui s'est fortement renforcé sur ce type de produit, et surtout à l'encontre de prestataires n'ayant pas les agréments requis, mais pourtant proposant ce type de produits dérivés. Voilà pour cette semaine, j'espère que cette actualité sur les marchés financiers vous aura intéressé, et je compte sur vous la semaine prochaine. Bonne semaine, au revoir.